manchette, le plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale inquiète la SUS. Des victoires historiques pour les élites de Jonquière à Gatineau. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce web journal. Le plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale annoncé par le premier ministre Philippe Couillard dimanche est accueilli amèrement dans la région. Sur l'organisme de lutte contre la pauvreté, l'ASTUS, le nouveau plan ne présente pas d'efforts considérables pour l'éradiquer. Gabrielle Paul, en quoi consiste ce plan? Vincent, ce sont 3 milliards de dollars qui seront investis sur 5 ans par Québec pour aider à la lutte contre la pauvreté. Sur ce montant, 2,3 milliards serviront à aider 100 000 personnes à se sortir d'une situation de pauvreté, entre autres en encourageant l'intégration au marché du travail, en donnant des primes sur le marché du travail, par exemple, mais aussi en mettant sur place un système de revenu minimal garanti pour les personnes avec des incapacités sévères qui les empêchent d'occuper un emploi. Dès 2018, le salaire minimum garanti de ces personnes devrait augmenter de 876 $ par an et en 2023, il devrait avoir augmenté de 5 280 $ pour un revenu de base annuel de 18 000 $ qui est le revenu le seuil de pauvreté, pardon. Toutefois, la loi devrait être changée pour y inclure ce système de revenu minimal garanti. Le gouvernement affirme que cela devra être changé d'ici 2023, mais d'ici là, il fonce avec son plan d'action et le projet de loi devrait être déposé d'ici la fin de l'actuel mandat. Puis qu'est-ce que reproche la SUS au plan d'action? Bien, Vincent, l'organisme croit que le plan du gouvernement Couillard creuse davantage de fossés qu'il ne règle les problèmes. Selon Sylvain Bergeron, le responsable de l'ASTUS, le plan de Philippe Couillard crée différentes catégories de gens pauvres. Je vous invite à l'entendre. Quand tu nous disais que ce serait le meilleur plan de lutte qui a jamais été fait de l'histoire du Québec, moi je le trouve pire que les deux premiers, parce qu'en réalité, on crée de la division au niveau des personnes en situation de pauvreté. Puis à quoi peut-on s'attendre dans la région d'ici 2023? Sylvain Bergeron, Vincent, croit que le plan pourrait à long terme aider à la disparition d'organismes tels que l'ASTUS et que les gens en situation de pauvreté se retrouveraient encore plus démunis qu'ils ne sont présentement. Je vous invite encore une fois à l'écouter. Donc, dans les régions, j'ai peur que si ces services-là disparaissent, que les gens n'auront plus de protection là, face à ces grands ministères-là. Rapidement, Gabrielle. L'ASTUS compte également tenter de faire des campagnes de sensibilisation dans la région prochainement. Merci beaucoup, Gabrielle. Ça m'a fait plaisir. Une tentative d'attentat terroriste a éclaté à New York et a fait 4 blessés. Un présumé suspect a déclenché une bombe artisanale dans un tunnel du métro de Times Square à 7h20 ce matin. C'est un deuxième attentat après celui d'un camion bélier à la fin d'octobre. Un travailleur de New York, Guillaume Alussun, a remarqué des changements quant au trajet de son métro. On l'écoute. C'est sûr que dans le contexte actuel, c'est moins surprenant car il y a déjà eu des attentats. Il y a eu un attentat à New York il n'y a pas si longtemps que ça. La députée péquiste de Chicoutimi, Mireille Jean, veut que le ministère de la Santé comble rapidement les postes manquants au département de chirurgie plastique à l'hôpital de Chicoutimi. Madame Jean veut que l'hôpital reçoive du renfort d'ici à ce que la situation soit réglée. Le chef du département, le docteur David Bundana, a donné sa démission pour janvier, se disant à bout de souffle et craignant de commettre des erreurs médicales. Selon les règles du ministère, le département doit compter 4 plasticiens alors qu'il n'y en a que 2 depuis décembre 2016. 62 millions de dollars seront investis pour l'agrandissement et la rénovation du palais de justice de Roberval. C'est ce que le premier ministre et député de Roberval, Philippe Couillard, ainsi que la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, ont annoncé lors d'une conférence de presse ce matin. Camille Boutin, cela fait 30 ans que les Robervalois attendent ces travaux. Où en est le projet? Tout est officiel, Vincent. En fait, dès le 14 décembre prochain, un appel d'offres sera lancé pour l'élaboration du plan des travaux. Il s'agit d'une belle opportunité pour le développement économique de la région, étant donné tous les emplois qui en découleront. Les derniers travaux dataient de 1980 et, à l'époque, on estimait prolonger la durée de vie du bâtiment d'environ 10 ans. Les délais sont déjà largement expirés, mais les choses vont bientôt changer. Et dites-moi, Camille, quels travaux seront réalisés?
Lors de la conférence, M. Couillard a annoncé la rénovation des 3 salles d'audience en plus de la construction d'une toute nouvelle salle d'audience. Une salle de conférence, une salle d'autorisation judiciaire ainsi que 11 salles de consultation clients-avocats seront aussi ajoutées dans un tout nouveau bâtiment de 3 étages qui sera construit à même le terrain du palais de justice de Roberval. Pour ce faire, l'acquisition de 3 nouvelles parcelles de terrain est nécessaire et se fera comme prévu. Un nouveau système sera aussi ajouté pour rendre la communication beaucoup plus facile partout dans le palais de justice. Et est-ce que les travaux auront un impact sur le système judiciaire? Absolument pas, Vincent. En fait, les activités judiciaires seront maintenues tout au long de la période de travaux, donc soit environ 30 mois. Et puis, qu'est-ce que cela représente pour la Ville? C'est certain qu'il va y avoir beaucoup d'améliorations dans la qualité des services qui vont être offerts à la population, tout en rendant le système judiciaire beaucoup plus accessible à la population. L'ajout d'une toute nouvelle salle d'audience va considérablement réduire les délais d'attente pour les salles du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans un autre ordre d'idées, les rénovations vont aussi permettre d'encourager la revitalisation du centre-ville de Roberval, en plus d'être génératrice d'emplois, comme je l'ai mentionné plus tôt. Merci beaucoup, Camille. Ça m'a fait plaisir, Vincent. 5 automobilistes de la région ont été arrêtés cette fin de semaine pour avoir conduit avec les facultés affaiblies. Un homme de 24 ans a été retrouvé dans un état d'ébriété avancé après que son véhicule ait effectué un violent tonneau hier en début de soirée sur le boulevard Saguenay. Des barrages routiers ont été organisés dans le cadre de l'opération Vaccin, qui signifie vérification accrue de la capacité de conduite. Cette opération est de retour pour une 5e année consécutive. À noter que Nez Rouge offre encore cette année des services de raccompagnement pour la période des fêtes. L'Office municipal d'habitation de Saguenay a confié une enquête externe à la firme Génie Conseil Ségertech en lien avec la chute d'un plafond du pavillon Saint-Laurent samedi soir dernier. Ségertech portera main forte au service d'incendie de Saguenay qui a déjà ouvert une enquête sur l'incident. Lorsqu'on sait déjà, des défauts dans la charpente expliqueraient la chute du plafond. Heureusement, seulement 2 blessés mineurs ont été dénombrés dans cette histoire. La construction du pavillon avait été terminée cet automne par l'entreprise Construction Gauthier au coût de près de 2 millions de dollars. On écoute la réaction du député de Jonquière, Sylvain Gaudreau. J'ai réclamé une enquête. Alors là, je suis content de voir que la Ville a annoncé une enquête pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. On va s'assurer que les résultats de l'enquête soient publics et que les corrections soient apportées, là, le cas échéant. Après l'annonce des récentes coupures à Jonquière-Médic, le député de Jonquière, Sylvain Gaudreau, estime que l'avenir de l'organisme repose maintenant entre les mains du ministre de la Santé, Gaétan Barrette. J'ai réclamé une enquête. Alors là, je suis content de voir que la Ville a annoncé une enquête pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. On va s'assurer que les résultats de l'enquête soient publics et que les corrections soient apportées, là, le cas échéant. Il voit cependant d'un bon œil l'évolution de la situation. Sortie publique avec Jonquière-Médic qui a mis sur pied un comité de vigie. Et je peux vous dire une chose, c'est que le jour même, le ministère avait communiqué avec Jonquière-Médic pour faire avancer le dossier. Jonquière-Médic a encaissé un autre coup dur la semaine dernière avec le retrait du 2e véhicule de l'organisme. D'ici à la fin de l'année, ils passeront de 5 à 6 médecins. Mon collègue Simon Lévesque a rencontré plus tôt ce midi la présidente du conseil d'administration de Jonquière-Médic, Mme Louise Tremblay. Bonjour, Mme Tremblay. Est-ce que c'est le début de la fin pour Jonquière-Médic? On se pose beaucoup la question, mais on espère que non, parce que nous, notre but, c'est pas que ce soit la fin. Mais c'est certain qu'avec la loi 20, les conséquences, on a perdu des médecins. Puis les médecins qu'on a présentement sont vieillissants, sont tout au-dessus de 50 ans. Fait que s'il n'y a pas de changement, oui, il y a un risque de la fin, mais c'est pas ça qu'on veut. Puis à quel point le retrait de la 2e voiture vous affecte-t-il? Ça nous affecte dans le sens que c'est quand même au moins 3 000 patients qu'on ne voit pas par année. Parce que Jonquière-Médic, bon an, mal an, rencontre 10 000 patients. Avec la 2e voiture, on montait peut-être à 13 000. C'est 3 000 patients de Jonquière qui ne sont pas rencontrés. Ça nous affecte aussi parce que c'est un signe de retrait, là, de recul vers... On avançait avec une 2e voiture, là, on recule en perdant une voiture. Mais on ne peut plus la garder à cause du nombre de médecins qui ne sont pas suffisants pour faire fonctionner la 2e voiture. Puis, en parlant des médecins, du retrait des médecins, quels sont les impacts de la loi 20 sur votre organisme?
La loi 20, premièrement, ça a été la fidélisation des patients. Un médecin qui rencontrait un patient d'un autre médecin de famille faisait qu'il nuisait à sa fidélisation. Donc, il est obligé de... On a perdu des médecins à cause de ça. Puis les honoraires aussi. Il y a eu un grand changement dans les honoraires par la loi 20. Ils ne reconnaissent pas à la hauteur le travail que les médecins font dans Jonquière Médic en se présentant à domicile. Puis, quelles seraient vos demandes pour M. Barrette, le ministre de la Santé? Ouvrir la rémunération, régler ce problème-là, parce que là, les médecins qui sont restés avec nous sont en perte en état Jonquière Médic. Ouvrir ça pour pouvoir aller chercher des jeunes qui puissent s'impliquer dans Jonquière Médic. Puis sinon, est-ce que vous avez des craintes à venir en relié, que ce soit avec la loi 20 ou les problèmes de Jonquière Médic présentement? Oui, on a des craintes. On n'est pas assuré pas du tout de l'avenir parce que, comme il y en a un qui a dit, là, on va éliminer les médecins par attrition. S'il n'y a pas de recrutement, c'est la fin de Jonquière Médic parce que la source première, c'est la matière première, c'est les médecins. Puis là, par contre, on va faire un comité de vigie pour trouver des moyens pour relancer tout ça. Puis avec 5 médecins en 2018, est-ce que ça va vous causer beaucoup plus de problèmes que seulement retirer une voiture puis perdre des patients? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes qui vont être liés à... Oui, à 5 médecins, on va perdre des journées. Il y a des journées qui ne seront pas rencontrées parce que les médecins ont aussi d'autres engagements. Il y en a qui font de l'hôpital, il y en a qui font de la clinique. Fait qu'il y a des journées qu'il n'y aura pas de service de Jonquière Médic à Jonquière si on reste à 5 médecins. Puis est-ce que vous avez d'autres inquiétudes en rapport au fait qu'il y a vraiment des médecins qui quittent d'ici la fin de l'année? Est-ce que ça vous apporte de nouvelles inquiétudes? Ah oui, absolument, parce qu'on a quand même 3 employés, une directrice générale puis 2 aides médicales avec les médecins. Fait qu'à mesure, déjà qu'en perdant une voiture, il y a un employé qui a perdu son temps plein. Si on perd des médecins puis il y a des journées qu'il n'y a pas de service, bien, il y a des employés qui ne travailleront pas. Là, c'est un service qui est tellement en demande ici à Jonquière. Fait que... Puis justement, vous parliez que c'est très en demande. Oui. Avec l'augmentation justement de l'utilisation de Jonquière Médic, est-ce que vous pensez que vous êtes capable de répondre à cette augmentation, même si vous éprouvez quelques problèmes avec les médecins? On va répondre à ce qu'on peut répondre. On prend les rendez-vous, puis les médecins vont faire leur journée. Puis les journées qu'on va être fermés, on ne prendra pas de rendez-vous, d'appel, c'est-à-dire, parce que ce n'est pas sur rendez-vous, c'est sur appel. Fait que les journées qu'on va manquer de médecins, mais qu'il n'y aura pas de personnes, il y a des gens qui n'auront pas le service, effectivement. Puis, de quelle façon financez-vous vraiment Jonquière Médic? Jonquière Médic est en majeure partie par les collectes qu'on fait au mois d'avril, les publi-postages, les grandes surfaces, les barrages routiers. Ça paie une majorité de tous nos frais. Avant, les médecins, quand il y avait des honoraires plus élevés, ils donnaient 15 de leurs honoraires. Maintenant, on a perdu ce 15 %-là. Ça fait que finalement, c'est les citoyens de Jonquière qui se paient ce service-là qu'on est en train de perdre, effectivement. Puis, en ce moment, est-ce que le financement va bon train ou est-ce que vous avez encore quelques difficultés de Non, ce côté-là? le financement va au-delà de nos espérances parce que depuis, on a nos chiffres depuis 5 ans, puis on augmente à toutes les années. On augmente notre objectif, puis malgré ça, cette année, l'objectif était de 150 000, puis là, on est rendu à 166 000 de reçus de la part des citoyens pour nous démontrer comment je dirais ça, le vouloir de garder ce service-là ici à Jonquière. Puis, est-ce qu'il y a des cas qui sont priorisés ou est-ce que vous allez y aller par appel ou est-ce que vous allez vraiment prioriser les cas qui sont plus pressants? Quand tu veux dire dans une journée? Oui, là, dans une journée pour les médecins. dépendamment, habituellement, il n'y a pas de priorisation, mais dépendamment de ce que la personne donne comme symptôme quand la répartitrice prend les rendez-vous, il peut avoir priorisation. Ou si dans la journée, Joanne, notre directrice, reçoit un téléphone urgent, tout ça, parce que ça l'arrive qu'ils dirigent des patients vers l'urgence ou ils vont faire la première approche, après ils vont diriger vers l'urgence ou l'ambulance. Puis, est-ce que vous avez des attentes? À quoi devrait-on s'attendre pour 2018 pour Jonquière Médic? Régler le problème avec le gouvernement, le ministère. Ça dépend de leur volonté, évidemment. Fait que là, on entreprend des démarches là, pour essayer de débrasser un peu, de les rappeler, parce que si on ne bouge pas, on n'entend pas parler. Fait que déjà, cette semaine, on va voir ce qui va se passer, si on va avoir des appels ou pas, pour réussir à régler ce problème-là. Merci beaucoup, Mme Tremblay.
Je recevais Louise Tremblay, présidente du conseil d'administration de Jonquière Médic. Il reste moins de 6 mois avant la légalisation officielle de la marijuana et le projet devient de plus en plus concret. Cependant, cette décision ne fait pas l'unanimité de la population saguenayenne. Claudia Simard, vous êtes allée récolter l'opinion de quelques personnes. En effet, Vincent, le cannabis qui sera légal dès le 1er juillet prochain, c'est un projet dont on parle depuis plusieurs années, mais qui n'a jamais été aussi concret qu'aujourd'hui. Donc, je suis allée dans les rues pour parler avec les gens, pour savoir ce qu'ils en pensaient. Et je me suis rendu compte que les Jonquiérois sont vraiment divisés sur la question. Certains croient que c'est une bonne chose parce qu'il va y avoir des bénéfices économiques pour le Canada, mais certains restent complètement contre car ils craignent les impacts sociaux que cela va avoir sur les gens, particulièrement sur les jeunes. J'ai même pu parler avec une intervenante en toxicomanie et une étudiante en technique policière qui m'ont fait part de leurs craintes. Donc, je vous laisse entendre les différentes opinions. Écoutez, moi, je suis intervenante en toxico. Donc, c'est évident que pour moi, quand je vois tout le désastre auprès des familles, c'est évident que je ne suis pas d'accord. Je pense pas que ça change grand-chose, justement, sur la conduite des personnes, en fait. Mais je pense que ça va être bon sur beaucoup de points. Bien, premièrement, j'étudie en technique policière. Fait que moi, je pense beaucoup au côté police, là. Genre, comment est-ce qu'ils vont... quelle façon qu'ils vont trouver pour détecter ça au volant. Parce que... Mais je suis... Comment embêté? Ça va être plus bénéfique pour le Canada parce qu'on aura plus d'argent dans nos poches. Je pense pas que c'est une bonne idée, là. Parce qu'ils disent que ça va être bon pour l'économie, mais ça va être mauvais pour tout le reste. Il me semble que c'était pas la priorité numéro 1 non plus à régler au Canada. Mais bon, il semble-t-il que ça va être ça. Mais moi, j'en pense du bien en général. Suffit simplement que tout le monde s'entende et que la répartition des dépenses qui vont être occasionnées par cette légalisation-là soit bien faite. Donc, Vincent, comme on l'entend dans la dernière clip, aujourd'hui, les 10 ministres des Finances des provinces se sont rencontrés avec le ministre Bill Morneau au fédéral pour parler du partage des revenus provenant de la taxation sur cette drogue. D'ailleurs, une entente a été conclue, donc au moins 70 sous pour chaque dollar sera remis aux provinces. Une proposition nettement plus haute que celle qui avait été proposée par le ministre Morneau, qui était de 50-50. Les provinces sont contentes et ils estiment que ces revenus leur appartiennent parce que c'est eux qui devront éponger la plus grande partie des coûts entourant la légalisation. Merci beaucoup, Claudia. Ça m'a fait plaisir. L'organisme autochtone La Boîte Rouge Vif présente l'exposition collective Oubliés ou disparus Akonesen, Zitia, Tina, Marie et tous les autres jusqu'en janvier prochain au pavillon de la culture de l'Université du Québec à Chicoutimi. C'est une exposition qui se veut un regard intimiste sur la part des femmes autochtones à l'histoire et à la culture. Ma collègue Gabrielle Bartoviac s'est entretenue avec la chargée de projet à La Boîte Rouge Vif, Annick Gill. Madame Gill, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver exactement dans cette exposition? C'est une exposition collective qui regroupe plusieurs œuvres de plusieurs femmes. L'exposition parle, bien sûr, des femmes disparues, des femmes qui ont été oubliées, mais il fait aussi un rapport entre la perte des savoir-faire traditionnels et la perte de culture. Et également, on essaie d'ouvrir le dialogue sur ces femmes-là. Et les femmes autochtones. Donc, on essaie de faire un lien entre les autres nationalités et les femmes autochtones, les ressemblances et les similarités là, entre elles. OK. Et puis, qui sont les artistes qui sont exposés? Il y a plusieurs artistes. On retrouve environ 6 à 7 artistes, si je me rappelle bien. Sylvie Bernard, entre autres, qui est une artiste réputée là, au niveau du Québec. On a également quelques artistes autochtones, dont Lise Bibeau et Annette Nolette, qui viennent de Odanak. Il y a aussi Marie-André Gill, qui est originaire d'ici, qui a fait un texte pour l'occasion. Donc, on retrouve comme ça là, une panoplie d'artistes qui ont été invités là, à produire une œuvre là, pour cette exposition-là. OK. Puis, c'est quoi l'objectif de l'exposition? Comme je disais tout à l'heure, on veut établir un dialogue. On veut ouvrir le dialogue là, entre les gens. On veut aussi que
faire un peu de sensibilisation. Donc, démographiquement parlant, une femme autochtone a 16 fois plus de chances qu'une autre femme ici au Canada de subir des violences, de disparaître ou d'être assassinée. Donc, c'est important de se le rappeler. Également, on trouve que le momentum est là, vu la commission d'enquête sur les femmes autochtones et disparues. On veut perpétuer, on veut se souvenir et on veut aussi faire de la sensibilisation et démystifier un peu là, qui sont ces femmes-là, leur vie, puis leur parcours. Puis on sait que c'est pas un sujet très facile. Est-ce que ça s'adresse à toute la famille? Ça peut s'adresser à toute la famille sous réserve. C'est sûr qu'il y a des discussions. Par exemple, on a en exposition une chambre de jeunes filles. On représente une chambre de jeunes filles qui n'est jamais revenue. Donc, ça peut peut-être, là, pour les plus petits, déranger ou faire naître certains questionnements. Par contre, l'exposition a été vue par des étudiants du début du secondaire. Donc, on juge qu'à partir de cet âge-là, là, c'est adéquat et on peut expliquer de façon efficace là, le phénomène. OK, ça a été bien perçu par les jeunes secondaires. Oui, exactement. Les jeunes du secondaire, au début du secondaire, avaient conscience de la problématique, en avaient entendu parler, soit par les médias ou dans leur famille. Puis, donc, c'était déjà une ouverture là, vers le sujet. OK. Puis, c'est quoi l'historique de l'exposition? L'historique de l'exposition, c'est l'exposition comme elle est maintenant. Elle a démarré avec une exposition à Langage Plus à Alma. Auparavant, les pièces étaient dans le cadre d'une autre exposition. Mais comme la boîte Rouge Vif la diffuse, donc ça a démarré il y a quelques mois, comme je disais, à Alma. Maintenant, elle s'en va à Winnipeg pour les prochains mois et à partir là, du mois de mars 2018 jusqu'en 2019, on va pouvoir la voir au Musée des civilisations à Québec. OK, puis on sait que c'est votre organisme qui présente l'exposition au Saguenay, mais c'est qui gère la tournée? C'est la boîte Rouge Vif. OK. La boîte Rouge Vif également, là, qui est responsable du dossier là, de faire circuler cette exposition temporaire-là. OK, on a pu voir quelques images des œuvres présentées. On sait que c'est assez moderne. Mais c'est quoi l'importance, à votre avis, de mettre l'avant l'art contemporain plutôt que les créations traditionnelles? L'exposition retrouve les deux, de l'art contemporain et des créations traditionnelles. On parle du contemporain parce que c'est un sujet qui nous touche ici et maintenant. Il y a eu une évolution au niveau de l'adaptation de la culture chez les femmes autochtones, ce qu'on veut démontrer aussi, comment les femmes autochtones vivent leur culture maintenant, comment qu'elles se représentent aussi le phénomène des femmes disparues et oubliées aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui est présent aujourd'hui dans nos quotidiens. Donc, et on trouvait là, que l'art contemporain là, était quelque chose de bien ciblé là, pour le sujet. Puis, c'est quoi la marche à suivre pour visiter l'exposition? Si vous voulez visiter l'exposition, vous pouvez m'appeler à la boîte Rouge Vif, prendre un rendez-vous. C'est une exposition qui est disponible pour les groupes. Donc, vous prenez rendez-vous avec moi. Vous avez jusqu'au 12 janvier pour visiter et c'est une partie d'exposition. Donc, ce n'est pas l'exposition complète. On n'a malheureusement pas pu monter toute l'exposition vu la logistique, mais on présente quand même des pièces très, très intéressantes. Puis, est-ce que vous pouvez nous dire le numéro de téléphone à laquelle on peut vous rejoindre pour visiter l'exposition? Oui, vous pouvez me téléphoner à l'UQAC au 88 545 5011, poste 3711. Parfait. Bien, merci beaucoup, Mme Gill. Bienvenue. Sur la scène sportive, Marie-Ève Trottier, les élites ont déjoué tous les pronostics hier en enlevant les grands honneurs au Challenge CCM. Oui, effectivement, Vincent, les élites de Jonquière de la Ligue Midget AA du Québec ont remporté pour la première fois de leur histoire le Challenger Midget AA à Gatineau. Ils ont signé une victoire de 3-2 face aux Chevaliers de Lévis en finale. Le capitaine de la formation, Steve Thériault, Migizoui Amachiche, a marqué le but gagnant en fin de deuxième période. Nous avons rencontré le président des élites, Michel Simard, qui se dit heureux d'accueillir la compétition annuelle pour les 4 prochaines années et il s'attend à voir des gradins remplis. Vu que ça va se dérouler dans l'arrondissement de la baie, ils sont reconnus vraiment comme des vrais partisans de hockey. On le voit là, quand on va aux juniors le vendredi soir à la baie, l'aréna est bien pleine. C'est vraiment les amateurs de hockey dans ce coin-là. Les Tigres de Victoriaville l'ont remporté
hier par la marque de 3-2 face au Saguenay de Chicoutimi au Colisée Desjardins. C'est une première défaite en 4 matchs pour la formation du Saguenay. L'attaquant des Sags, Kevin Climent, a été la 3e étoile de la rencontre en plus de marquer un 38e point en 32 matchs cette saison. Le fondateur Betacrux, Louis-Philippe Pinault, estime que l'ouverture de son centre d'escalade intérieure provoquera beaucoup d'achalandage dans les prochains jours. Ouvert depuis hier, M. Pinault affirme que son projet est en pleine expansion et qu'il peut motiver les gens de tout âge à bouger. Un reportage d'Émeric Montminy. Il n'y avait que des sourires accrochés sur les visages des centaines de grimpeurs amateurs et professionnels qui n'en pouvaient plus de découvrir Betacrux, le tout premier centre intérieur d'escalade disponible dans la municipalité. Garçons ou filles, petits ou grands, tous ont accès aux différents parcours d'escalade qui sont ajustés aux aptitudes de chacun. Muni d'une simple paire de souliers adaptés pour ce sport, chaque personne a donné son maximum afin d'atteindre le sommet des installations. Établi à l'intérieur de l'ancienne église Christ-Roi de Chicoutimi, le fondateur du projet Louis-Philippe Pinault a jugé intéressant de garder le décor de l'église et de recycler quelques bancs en meubles afin d'offrir des endroits de repos et de rangement aux bénéficiaires. Ce qui est certain, c'est que M. Pinault ne pouvait rêver mieux comme journée d'ouverture. Il y a eu pas mal d'achalandage en matinée, puis les installations étaient pas mal toutes occupées, autant les murs d'escalade que le jumper. Donc la campagne publicitaire a vraiment bien suivi son cours. On en fait une dernière? En partenariat avec Betacrux, 1-2-3 Jump, une compagnie de Jumpai, est installée à l'année afin de divertir au maximum les tout-petits et les plus vieux qui désirent retrouver leur cœur d'enfant. Hey, première fois, un gars en cravate, yes! Les gens ils viennent ici au départ pour l'escalade sur bloc, mais là, avec les familles, les enfants, les parents, les grands-parents, tout le monde s'amuse. Et ils viennent en même temps s'éclater sur le Jumpai, faire des pirouettes avant et arrière. M. Pinault rappelle que pour seulement 16 $, un adulte a accès à toutes les installations pour la journée. L'équipe de Betacrux affirme qu'elle souhaite exploiter plusieurs aspects de l'église qui sont encore vides, tels que la mezzanine qui n'a toujours pas d'utilité, afin d'offrir un plus grand service à son public. Émeric Montminy, ATM Nouvelles, Saguenay. 9 patineurs de vitesse représenteront la région lors des championnats canadiens juniors où s'amorceront vendredi prochain au Centre Georges Vézina. Ils tenteront d'obtenir leur place pour les mondiaux juniors en Pologne en mars 2018. Les 9 athlètes comptent parmi les 64 meilleurs au pays. Ils compétitionneront pour les épreuves de 500 mètres, de 1000 mètres, de 1500 mètres ainsi qu'au relais. Les compétitions seront présentées en direct sur la page Facebook du Club de patinage de vitesse des Comètes de Chicoutimi. Les équipes masculines et féminines de volley-ball du Cégep de Jonquière participaient à un tournoi senior à Moncton cette fin de semaine. La formation des gaillards féminines a perdu en finale de la division 1 tiers 2 et du côté des hommes, ils se sont inclinés en quart de finale de la division 1. Merci beaucoup, Marie-Ève. Ça m'a fait plaisir. Passons maintenant à la météo. Michaël Lambert, l'hiver est bel et bien installé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, Vincent. On prévoit une bonne bordée de neige à partir de la nuit prochaine. 25 cm de neige pourrait s'accumuler sur la région d'ici à jeudi matin. La neige devrait être amplifiée dès demain par des fortes rafales de vent qui pourraient causer certains dérangements sur la chaussée demain matin. Le mercure continuera à chuter pour atteindre moins 21 à Jonquière demain vers 5 heures, avec une température ressentie de moins 28. Par la suite, la température se réchauffera pour atteindre un confortable moins 1 mercredi. Du côté du lac Saint-Jean, on prévoit un maximum de moins 10 degrés dans la journée demain, mais la température chutera à partir de mercredi jusqu'à vendredi pour atteindre moins 15. On prévoit également davantage de neige qu'au Saguenay. Le record des précipitations devrait cependant revenir au Bas-Saguenay qui attend un bon 30 cm de neige d'ici à jeudi. Prudence pour les gens qui comptent quitter la région en vue des vacances des fêtes. La visibilité et la conduite devraient être plus difficiles dans la réserve faunique des Laurentides à partir de demain matin. Il fait présentement moins 17 à Jonquière ainsi qu'à Roberval et moins 16 dans la réserve faunique des Laurentides. Merci, Michaël. Et c'est ce qui termine ce web journal pour aujourd'hui. Bonne fin de soirée et au revoir.